cette immédiateté de l'identification, il est naturel de considérer la littérature comme une espèce de miroir, comme l'ont fait des théoriciens depuis Hamlet, non seulement au sens où le miroir renvoie une réalité extérieure, mais au sens où il me révèle à moi-même. Cela valant pour chaque moi qui jette un regard. Il montre à chacun de nous quelque chose qui autrement serait inaccessible, à savoir que chacun a un aspect extérieur, et quel est cet aspect extérieur. En ce sens, chaque œuvre littéraire nous révèle un aspect de nous-mêmes dont nous ne saurions pas que c'est le nôtre si nous ne disposions pas de ce miroir. Chacune découvre au sens le plus littéral du terme une dimension insoupçonnée du moi. Elle est un miroir moins parce qu'elle renvoie passivement une image que parce qu'elle transforme à la conscience de soi du lecteur qui, grâce à son identification à l'image, reconnaît ce qui est. Prise en un sens, la littérature est transfigurative, et cela d'une manière qui court-circuite la distinction entre fiction et vérité. Il y a des métaphores pour chaque vie dans Hérodote et Gibbon. Le grand paradigme pour une telle transfiguration est sans doute Don Quichotte. En plus d'avoir inventé ce roman, il revient à Cervantes d'avoir découvert la perversion de sa philosophie. Sa lecture de romans d'aventure transforme Quichotte en chevalier errant, tandis que son monde se trouve transformé en un monde regorgeant d'occasions d'agir en chevalier. Les gaillardes se changent en vierges et les aubergistes en rois, les canassons en coursiers et les moulins à vent en monstres. Et pourtant, il s'agit d'une perversion de la relation entre le lecteur et le roman d'aventure, car Quichotte avait dès l'origine une identité si fragile qu'il a échoué à la maintenir à travers la transformation, de même que son sens de la réalité était trop faible pour maintenir la différence entre la littérature et la vie. Ou alors il lisait la poésie comme si c'était de l'histoire, donc non quelque chose de philosophique, mais quelque chose de particulier. On pourrait le comparer à ceux qui, lisant Descartes, en viennent à croire sérieusement qu'ils sont des rois alors qu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus. On s'imagine être des cruches ou avoir un corps de verre, ou qu'il existe un mauvais génie, ou qu'il n'y a pas de monde, ou qu'il est erroné de croire à des objets matériels. Autant d'échecs à distinguer entre la philosophie et la vie. Chez Cervantes, l'échec similaire donne lieu à une illusion si puissante que la distinction se trouve abolie, ce qui est peut-être une formule pour le bonheur, vivre dans l'illusion, et rend Don Quichotte véritablement comique. J'ai rencontré le cas inverse et tragique d'une personne dont le sens de l'identité était fort, mais dont le sens de la réalité était mis à mal, parce que la littérature avait fait naître une incompatibilité douloureuse dans la relation entre les deux. J'ai connu une dame qui avait découvert à travers le roman de Proust qu'elle était réellement la duchesse de Guermantes, et ce qui dans son cas était malheureusement une connaissance aussi vaine que dans le cas du prince, le fait de savoir qu'il est réellement alors qu'un mauvais sort l'oblige à vivre néanmoins sous les apparences d'une grenouille. Son monde était combré et le faubourg Saint-Germain, avec leur atmosphère spirituelle, leur comportement exquis et leur goût parfait, non le Upper West Side, avec le plâtre qui tombe des murs, des enfants enrhumés, un mari peu attentif, d'éternels soucis d'argent et personne pour la comprendre. Elle connaissait des moments de bonheur quand, occasionnellement, la réalité coopérait avec la métaphore, lui permettant de coïncider avec une grâce étrangère, malheureusement trop éphémère, et qu'elle se retrouvait ensuite avec sa vaisselle, ses factures et une terrible fatigue. Contrairement à Quichotte, ces illusions ne furent jamais assez fortes pour submerger la réalité, elles ne suffisaient d'une certaine manière qu'à l'empoisonner, et alors qu'elle soutenait que son plus grand bonheur était de lire Proust, en réalité il ne faisait que la plonger dans la souffrance. J'aimerais placer le théoricien R côte à côte avec ces deux lecteurs de fiction, dont l'un se trouve être aussi à l'intérieur de la fiction, puisque R pourrait être un être fictif, et l'illusion de la référence, une fiction à l'intérieur de la fiction, tous deux ayant été créés par moi. En fait, le théoricien et l'article sont réels. R est un homme d'une grande fierté et un être passionné qui a traversé des moments difficiles et qui a connu autant que quiconque les épreuves décisives de la vie humaine, avec tout ce qu'elle comporte. S'il s'est senti attiré vers la littérature, ce n'était certainement pas simplement pour être un lecteur de littérature à travers la littérature, vers la littérature, à moins que, comme le professeur dans Désordre de Mann, il n'ait eu l'intention de tracer un cercle afin d'en exclure la vie.
S'il s'agissait d'une œuvre littéraire, l'illusion de la référence constituerait la métaphore d'un détachement extrême au nom duquel la vie entière serait repoussée hors de portée de la référence en faveur d'une existence dans une bibliothèque infinie et sans fenêtre, où un livre nous renvoie à l'autre dans une trame de relations réciproques que le lecteur peut habiter comme une araignée. Imaginons que le texte ait été écrit par Borges, dont la vie ressemble presque à cela et qu'il ait été inclus dans Fiction. Mais en fait, il s'agit de l'article de R et il nous donne une analyse erronée plutôt qu'une métaphore. Il réfère verticalement à des lecteurs et il donne une description erronée de leur relation au texte, plutôt que de référer au lecteur du texte dont il décrirait métaphoriquement la vie. Si le présent essai était de l'art, il fonctionnerait comme un miroir pour R tout seul, découvrant le reflet de sa propre image. Il se rendrait peut-être compte que sa conscience s'est fait piéger, ce qui pourrait l'amener à revoir son idée. Puisque le texte de R que j'ai cherché à considérer tour à tour comme de la littérature et comme de la science, est au sujet de la lecture, il illustre les deux manières par lesquelles un texte pourrait référer au lecteur. Gardons présent à l'esprit ces deux modes de référence et retournons à la philosophie comme littérature. Il ne s'agit pas de traiter des textes philosophiques comme de la littérature, ce qui ne serait que de l'affectation s'il n'en était pas, comme le texte de R n'en est pas, mais plutôt de montrer une des manières dont la philosophie est réellement reliée à la vie. Je dis bien une des manières. Il existe un célèbre texte déconstructionniste qui affirme que la philosophie doit être traitée comme un genre littéraire parce qu'elle est inévitablement métaphorique, alors qu'en réalité elle ne devient métaphorique de manière intéressante que si on a d'abord décidé de la traiter comme littérature, en sorte que ce texte pose comme axiome de départ ce que ses adeptes enthousiastes pensent être sa solution du problème. Les métaphores ont en commun avec les textes comme tels le fait que leur caractère métaphorique n'est pas nécessairement inscrit à leur surface. Ce qui a l'air d'une image peut être en réalité une hypothèse structurelle concernant la manière dont il faut comprendre une réalité pour la compréhension de laquelle les mots nous ont fait défaut jusque-là. Un des traits distinctifs des métaphores est qu'elles ne peuvent pas être éliminées. Une caractéristique qui les rend para-intentionnelles, sinon pleinement intentionnelles. Mais dans les écrits philosophiques aussi bien que scientifiques, ce qui au départ a l'air d'une métaphore finit par être un fait, de sorte qu'on peut l'éliminer en faveur d'un terme technique, à l'instar de l'eau qui commence avec la lumière naturelle, avec la bougie en nous, et qui termine par le terme technique d'intuition. Ainsi, ce qui semble être des métaphores, ce que les déconstructionnistes ont pris comme tel, fait partie de la philosophie comme science plutôt que de la philosophie comme littérature. Il existe une opinion répandue dont on crédite Nietzsche, d'après laquelle la métaphore constituerait la partie vivante de la langue. Elle nous permet d'assimiler ce qui est inconnu à ce qui est connu, étant entendu que le connu lui-même était à l'origine une métaphore, qui a entre-temps refroidi et desséché et maintenu considéré comme un fait. Il est difficile de comprendre comment, étant donné ses propres prémices, ce processus a pu débuter, mais je pense qu'il faut prendre la thèse comme une vue transvaluatrice et nécessairement paradoxale, comme lorsqu'il est dit que les premiers seront les derniers ou que les humbles mais hériteront de la terre, de sorte qu'il s'agit d'accorder à la poésie la place que la science avait supposé être la sienne. Cependant, la thèse tire une certaine crédibilité du fait qu'une hypothèse structurelle ressemble assez à une métaphore pour pouvoir être prise comme telle par les théoriciens décidés à considérer une activité du genre de la philosophie comme largement, sinon entièrement métaphorique. Je suis moi-même d'avis que les textes philosophiques sont encore maintenus en vie comme métaphores, quand depuis longtemps déjà ils ont cessé d'être plausibles en tant qu'hypothèse structurelle. Il s'agit en somme d'un hommage à leur vivacité et à leur puissance, leur statut de littérature étant le prix de consolation qui leur est accordé pour avoir échoué à être vrai. Cela dit, à voir les choses ainsi, on néglige l'autre manière selon laquelle la philosophie fonctionne exactement comme la littérature, non parce qu'elle produirait des artefacts verbaux extraordinaires, mais parce qu'elle s'engage avec ses lecteurs dans la recherche du genre de généralité que j'ai supposé être la caractéristique de la référence littéraire, c'est-à-dire en étant au sujet du lecteur au moment où il lit à travers le processus de la lecture.
Nous lisons les textes philosophiques comme de la littérature en ce sens parce que selon la conception époustouflante de Hegel, il existe pour le lecteur qui est dans l'œuvre dès l'origine. Les textes exigent l'acte de la lecture pour être complet et les textes philosophiques s'adressent à nous tous en tant que lecteurs d'un certain type. La grande variété des textes philosophiques présuppose une variété correspondante du genre possible de lecteurs et donc de théorie de ce que nous sommes lorsque nous nous situerons dans la dimension de la lecture. Et chacun de ces textes trouve une sorte de preuve ontologique de ses prétentions dans le fait qu'il peut être lu comme il exige. L'exemple le plus parlant d'un tel texte, ce sont évidemment les méditations qui obligent le lecteur à méditer en commun avec l'auteur et à découvrir sa propre identité philosophique dans cet acte de méditation en commun. S'il peut le lire, il est forcément le genre d'individu que le texte requiert et le texte doit être vrai s'il peut être lu. Le lecteur s'y retrouve parce qu'il était là depuis le début. Je trouve très surprenant que ce soit précisément ceux qui insistent sur le fait que la philosophie n'est qu'un genre littéraire qui offre des lectures tellement externes de Descartes que la possibilité qu'elle soit universelle, comme l'exige la littérature, est exclue de prime abord. Traiter les textes philosophiques à la manière de Derrida simplement comme des trames de relations réciproques, c'est les mettre à une si infranchissable distance que leur lecteur, qu'il est impossible qu'il soit à propos de nous de la manière dont, si mes hypothèses sont exactes, la littérature l'exige. Ils deviennent de simples artefacts faits de mots, sans référence, sauf interne, ou alors avec des références externes purement contingentes. Aussi leur lecture devient-elle quelque chose d'externe, comme s'il n'avait rien à voir avec nous, et se bornait à être là, devant nous. Des compositions de dentelles logiques, compliquées et ouvragées, étonnantes et jolies, et sans intérêt. L'histoire de la philosophie serait pareille à un musée de costumes dont nous oublierions qu'ils étaient destinés à être portés. Par conséquent, la variété des textes philosophiques sous-tend une variété d'anthropologie philosophique, et bien que chaque texte soit au sujet du lecteur qui le lit, qu'il soit donc une œuvre littéraire selon ce critère, il nous offre par une métaphore mais une vérité qui est liée de manière interne à sa lecture. Même de nos jours, où l'innovation textuelle a diminué en philosophie et où tous les textes se ressemblent plus ou moins, à tel point que l'adresse au lecteur s'est amenuisée jusqu'à la quasi-disparition, le lecteur en train de lire exerce un certain contrôle sur ce que dit le texte, puisque ce qu'il dit doit être compatible avec le fait qu'il est lu. Un texte qui voudrait prouver l'impossibilité de la lecture se retrouverait donc avec une sorte de paradoxe sur les bras. D'une manière moins flagrante, il existe des textes de philosophie, de lecture courante parmi nous, qui, s'il était vrai, impliqueraient leur propre illisibilité logique. On ne comprendrait pas comment des philosophes eussent pu tomber dans de telles incohérences s'ils n'avaient pas, pour ainsi dire, oublié que leurs textes, en plus d'être des représentations d'un genre de réalité, étaient destinés à être lus. Dans le style d'écriture qui a cours actuellement, nous payons le prix de cet oubli, puisque cela nous permet de dépeindre des mondes dans lesquels il n'y a pas de place pour les lecteurs. La tendance à négliger le lecteur va de pair avec la tendance à laisser les êtres du type qu'exemplifient les lecteurs en dehors du monde décrit par le texte. Les philosophies contemporaines de l'esprit, du langage et de l'humanité sont peut-être des exemples frappants d'une omission encouragée par une conception de l'écriture philosophique qui enlève tout poids ontologique au lecteur. Réduit à quelque conscience professionnelle désincarnée, la science s'accommode souvent et peut-être typiquement de cette façon de procéder, en grande partie parce que même lorsqu'elle est à propos de ses lecteurs, elle n'est pas à propos d'eux en tant que lecteurs et donc ne possède pas la connexion interne qu'exigent les textes philosophiques dans la mesure où ils sont au sujet de leurs lecteurs comme lecteurs. La philosophie est donc de la littérature pour autant que parmi ces conditions de vérité figurent celles qui sont liées au fait qu'elle est lue. Lire de tels textes est censé nous révéler ce que nous sommes en vertu de notre lecture. Mais les textes philosophiques sont censés nous révéler cela réellement et non pas métaphoriquement. Et c'est là sans doute la raison pour laquelle je ne saurais tout compte fait adhérer à l'idée que la philosophie est de la littérature. Elle continue à vouloir atteindre la vérité. Mais lorsqu'elle est fausse, et sérieusement fausse, sa fausseté est aussi dans bien des cas si fascinante qu'elle retient une certaine vitalité perpétuelle en tant que métaphore. C'est pour cela qu'il nous est impossible de répudier notre histoire, puisqu'elle garde toute sa puissance lorsque nous lisons les textes dans une perspective vitale
il nous engage comme lecteurs, et lorsque nous accédons à ce lieu qui nous attendait depuis l'origine, notre portrait philosophique se matérialise.